Bienvenue dans Présage sur le vif, des épisodes confinés sur ce que révèle la crise sanitaire et ce qu'elle présage. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Sylvain, enseignant en droit et membre de la Quadrature du Net, association qui promeut et défend les libertés fondamentales dans l'environnement numérique. Bonjour Sylvain. Bonjour Alexia. Merci beaucoup de prendre un moment avec moi pour parler notamment de l'application Stop Covid et puis un peu plus largement de nos données personnelles et des systèmes de surveillance qui se mettent en place pendant cette crise du coronavirus. Déjà, peut-être pour commencer, cette application, en quoi elle consiste et comment ça fonctionnerait si elle était effectivement mise en place ? Alors, ça commence à faire un moment qu'on discute de sujet. Il y a des pistes d'application qui semblent un peu plus précisées, enfin un peu plus précises. Il y a eu différentes solutions dans différents États. En France, qui est envisagée, donc c'est une application de traçage des contacts en utilisant le Bluetooth. Donc, ça impliquerait que, en réalité, des personnes installent une application et une fois quand elles se déplacent avec l'application et le Bluetooth activé, les différents téléphones portables environnants capteraient en fait des messages générés par l'application qui permettraient d'une certaine façon enfin, qui permettraient pas d'identifier le téléphone portable, mais de savoir que ces messages sont émis. Et donc, c'est pas simple à expliquer en 2 minutes, hein, désolé. Mais donc en gros, dans les déplacements, dans l'espace public, dehors, etc., on capterait les différents messages émis par les personnes pour l'application, ce qui permettrait, dans l'hypothèse où une personne serait découverte contaminée par le virus, que derrière elle puisse dire bah moi pendant ces 2 dernières semaines, j'ai envoyé tous ces messages et donc toutes les autres personnes qui ont l'application recevraient en fait un petit avertissement en disant bah potentiellement vous avez été en contact avec une personne qui s'est révélée positive au Covid-19. Et donc, selon la situation, on peut vous suggérer de vous mettre en quarantaine ou de vous mettre en confinement parce que potentiellement, vous avez eu de fortes chances d'obtenir la maladie, d'être contaminé par la maladie. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'efficacité ou l'utilité prouvée de ce tracking numérique des malades dans d'autres pays ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le traçage des contacts, c'est en termes d'épidémiologie, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui est fait normalement de façon humaine. C'est-à-dire que si on veut retrouver une maladie où elle a été, etc., même pour des maladies qui n'ont pas de taux de reproduction aussi important, pour essayer de voir si, par exemple, d'autres personnes pourraient l'avoir et que ce serait bien de les prendre à temps, on le fait normalement avec en fait un analyste humain qui va poser qui va poser des questions à la personne, vous avez été où, etc. Donc le traçage des contacts et pas en soi forcément tout acheter. Là, ce qui est envisagé, c'est une question de le faire numériquement. Et donc, effectivement, le Bluetooth, c'est pas fait du tout pour faire de l'analyse de distance. Ça n'a pas été pensé pour ça. C'est un protocole de communication qui est fait normalement pour connecter 2 périphériques entre eux et qu'ils puissent discuter. Mais normalement, ils s'en moquent un peu les 2 périphériques de savoir s'ils sont proches ou loin. Tant qu'ils peuvent discuter, ça leur suffit. Donc, la fiabilité du Bluetooth pour évaluer la distance à laquelle on se trouve d'une personne, elle est pas bonne. Par exemple, si on met 2 téléphones à 30 centimètres, mais avec un mur au milieu, où du coup la transmission du virus serait complètement impossible, mais les 2 téléphones, ils diront on est très très proche et on est resté très très proche pendant longtemps, et donc il y a un fort taux de contamination possible, alors qu'en réalité, il sera impossible. Et même chose dans l'espace public, la fiabilité de distance, ça se trouve, les personnes, elles sont passées à 10 mètres, ou elles ont été à 10 mètres entre 5 et 10 mètres pendant longtemps, donc avec quasiment aucune chance de contamination. Et pour autant, l'application, pour elle, ne pourra que dire qu'on a été fortement en contact avec ces personnes. Donc sur ça, le Bluetooth est pas du tout fiable. Et même en général, donc sur les questions de traçage de contact, alors sur la doctrine un peu scientifique qui commence à être mis en place sur ces volontés d'application. Alors c'est que des modélisations très larges. Enfin voilà, on est vraiment sur des papiers de recherche qui se font très vite avec des approximations nécessaires et c'est normal. Mais en gros, on considérait que pour qu'il y ait vraiment un impact sérieux et positif de ce type d'application de traçage de contact pour réduire le taux de reproduction de la maladie, il faudrait en réalité que la quasi-totalité de la population installe et ait l'application active dans tous leurs déplacements publics.
Ouais, mais ça veut dire qu'il faudrait que, enfin, on fonctionnerait par une installation volontaire de la part des gens ou quelque chose d'imposé? Parce que du coup, s'il faut que, je sais pas moi, 70% des gens l'utilisent, sur la base du volontariat, ça va être un peu compliqué, non? C'est un des gros problèmes, c'est qu'il y a un truc très pernicieux, c'est qu'en fait, effectivement, on avance, à pas feutrés par pas feutrés. Alors, ça peut être sur Stop Covid, mais ça peut être sur d'autres questions de contrôle numérique, hein. Par exemple, sur les drones, on pourrait y revenir, mais c'est la même logique. C'est qu'en fait, au début, on va dire: «Bah, non, en fait, on va pas faire ça» et puis après: «Ah, quand même, c'est grave, alors peut-être qu'on va faire ça, mais on va le faire sur la base du volontariat, du consentement». Sauf qu'effectivement, en réalité, à moins d'avoir une population qui est, très, enfin voilà, qui est complètement dévouée, mais vraiment effectivement sur la base pure du volontariat dans le contexte français où la défiance vis-à-vis du gouvernement, elle est énorme, où il y a des réels risques de discrimination sérieuse, avec ça. C'est-à-dire qu'éventuellement on pourrait se retrouver, potentiellement avec derrière, bah, voilà, en fait, on a peut-être été contaminé ou peut-être pas ou n'importe quoi et derrière on serait discriminé sur nos sorties et cetera. Bref, en fait, la réalité que volontairement, il y ait, plus de 60, plus de 80% de la population qui installe l'application, qui l'utilise fiablement, elle est quasi impossible. Enfin, ça, c'est une analyse, hein, c'est de la futurologie, c'est difficile à en avoir une vraie idée, mais en tout cas, effectivement, à Singapour, qui a une population, on va dire, beaucoup plus, favorable à utiliser ce type de dispositif, sur la base du volontariat, on a un taux d'utilisation de 16 qui, au final, en fait, n'a quasiment aucun intérêt pratique. Ça veut dire que ça permet de loguer que très, très peu de contacts pertinents, avec en plus les limitations du Bluetooth, et cetera. Et en fait, dans le cas de Singapour, l'application, elle a été beaucoup mise en valeur, mais elle a eu un rôle très faible et Singapour a dû se remettre en confinement après. Donc en fait, l'intérêt de Trust2Gather à Singapour s'est révélé très très illusoire, alors qu'il avait été pris comme un symbole de quelque chose qu'il fallait faire. Du coup, en fait, ce que le débat sur cette application ne dit pas, c'est que, enfin, ou dit peu, c'est quand pour que les gens déjà l'utilisent et puis soient identifiés comme malades, il faut qu'il y ait des tests massifs aussi. Alors ça implique effectivement, ça implique qu'on puisse tester des personnes, pour derrière, enfin, comme il y a différentes stratégies, mais oui, ça implique déjà que, on puisse tester les personnes malades, ce qu'on fait même pas à l'heure actuelle, pour derrière on puisse confirmer qu'effectivement elles ont été malades et dans ces cas-là, libérer l'information aux autres en disant: «Oui, j'ai bien été malade». Donc ça implique ça et ça implique aussi des tests pour les personnes qui ont potentiellement été, mis en contact avec celles-là, parce que sinon en fait on a, une logique de faux positifs extrêmement conséquent avec, en fait dans les zones urbaines densément peuplées, des messages de contamination potentielle extrêmement conséquents et qui auraient du coup aucun autre intérêt que remettre quasiment tout le monde en confinement dès que les gens se remettraient à sortir. Donc dans ces cas-là, autant, enfin voilà, autant être honnête et rester sur des logiques de confinement un peu strictes, même si c'est aussi une grosse restriction aux libertés. Donc oui, en fait, il y a vraiment plein de problèmes qui entourent ce type d'application et donc une vraie crainte, c'est qu'on sorte effectivement complètement d'une logique de volontariat pour l'imposer radicalement. Et c'est ce que d'autres États ont fait, hein, et avec des vrais problèmes de liberté fondamentale, des vrais problèmes de discrimination et de contraintes qui vont avec. Mais même en fait, même si l'application elle était sur la base du consentement, du volontariat, un risque qui est enfin qui est extrêmement sérieux, c'est que ce volontariat il soit très en fait, avec un consentement assez peu libre. C'est-à-dire que typiquement, ah, vous voulez rentrer dans tel restaurant, bon, bah, on va bien vérifier que vous avez bien l'application. Un employeur, ah, ben, on va vérifier que vous avez bien l'application, etc. Bref, en fait, un ensemble de contraintes sociales qui ne seraient pas directement gouvernementales, mais qui, en fait, imposeraient la mise en place de l'application d'une autre façon. Ouais, un faux consentement, comme quand on est obligé d'utiliser tel ou tel service des géants du numérique alors qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. C'est un peu ça. C'est exactement ça, et sur ça, le parallèle est d'autant plus fort qu'en réalité, à l'heure actuelle, le RGPD, le RGPD, donc le règlement général sur la protection des données, impose que pour pouvoir faire du traçage de cookies publicitaires, bah, il faudrait effectivement un consentement libre. Et sur ça, en fait, les géants du numérique et des sites de presse en ligne, et cetera, ne respectent pas ce consentement libre. Ça veut dire que normalement, on devrait aller sur un site internet qui, s'il veut faire du cookie publicitaire, il devrait nous demander, bah, est-ce que vous êtes d'accord pour, qu'on vous trace publicitairement sur internet? On devrait dire oui ou non. Et si on dit non, bah, on ne devrait pas le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est pas du tout respecté et que la CNIL, donc l'autorité qui est chargée de faire respecter le RGPD, en fait, ne fait pas respecter depuis, donc la mise en place du RGPD, c'est 25 mai 2018 et elle laisse encore du temps et du temps à l'industrie publicitaire pour,
qui ne respecte toujours pas ça. Alors on peut se dire, si elle n'a pas réussi à le faire respecter depuis déjà 1 an et demi, comment elle va le faire respecter sur Stop Covid, qu'il y a bien un vrai consentement sur ça? Ben, on peut se poser des vraies questions à ce niveau-là. Mmh. Et concernant les données, du coup, on entend dire que ce seraient des données anonymisées, mais qu'est-ce que ça veut dire, réellement? Alors, ça peut pas être des données anonymisées. Données anonymisées, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir à la personne dont proviennent les données. Alors là, on voit bien l'idée, c'est bien d'avertir des personnes à la fin. Donc c'est bien que derrière, il y ait des personnes à qui on puisse envoyer un message informatif de risque de contamination. Donc en fait, les personnes qui parlent de données anonymisées, elles vraiment, elles mentent éhontément, et c'est un vrai souci. C'est des données pseudonymisées. On peut essayer de protéger le lien pour éviter que n'importe qui y ait accès. Mais vraiment, dans la logique de ces applications, c'est pas des données anonymisées du tout, à aucun moment. Si c'est pas des données anonymisées, qu'est-ce que ça impliquerait au niveau de la loi que de mettre en place cette application? Est-ce qu'on peut déjà le faire avec la loi française, ou est-ce qu'il faut modifier la loi? Est-ce qu'il faut modifier aussi, du coup, la loi européenne pour permettre cette utilisation? Alors, c'est compliqué. Une interprétation stricte de la loi semblerait dire qu'effectivement le droit français, et qui en fait tient du droit européen, pourrait mettre un certain nombre de limitations si on appliquait assez strictement le RGPD. Bon, la réalité des choses est beaucoup moins protectrice que ça. Qu'en réalité, la CNIL, donc la CNIL qui est l'autorité de charge, enfin l'équivalent de la CNIL à l'échelle européenne d'abord. Donc en gros, le comité des CNIL européennes et la CNIL française se sont prononcés sur une légalité de ce type d'application, si elles sont basées alors sur la mission d'intérêt public, et si elles sont vraiment sur la base du volontariat des personnes. En gros, elles considèrent qu'en situation de crise sanitaire, la proportionnalité permet de déployer ce type d'application sans que ce soit illégal. Alors ça pourrait se contester, hein, et ça sera peut-être contesté plus tard, mais on va dire que sur la base du seul volontariat des personnes, on peut se dire qu'il n'y a pas besoin de modification du régime juridique juste pour ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens ou à l'argumentation, un peu mainstream qui circule, qui dit que, cette, mesure de tracking des personnes malades se justifie parce qu'on est dans des circonstances exceptionnelles, parce qu'on est, en temps de guerre, je mets des guillemets, et cetera. Quel est le risque de ce type d'argumentation? Il y a un bout de l'argumentation qui est sérieux, c'est qu'il y a une situation sanitaire qui est grave, qui est importante, qu'il faut prendre avec vraiment avec un vrai sérieux, et qu'il faut envisager les bonnes solutions. Le seul problème, c'est qu'en fait, sur la question de l'application, c'est un débat qui est vraiment assez peu intéressant. En réalité, on y perd énormément de temps, on y prend beaucoup d'énergie, mais en fait, si on analyse les possibilités réelles de cette application, elles sont très faibles. Le rôle que l'application peut jouer dans réel une réelle limitation du taux de reproduction de la maladie semble vraiment assez limité, alors qu'à l'inverse, on y investit beaucoup d'énergie proportionnellement. Et donc ça renvoie à quelque chose que nous, on connaît bien sur les évolutions techniques, c'est cette idée d'une forme de solutionnisme technologique. Ça veut dire que, en réalité, comme le gouvernement a fait un certain nombre d'erreurs, a pas pris un certain nombre d'effectifs, qu'on a un service public de soins, de santé et même d'organisation qui a été lourdement diminué avec les années de néolibéralisme, bah, on se retrouve dans une situation en fait où la pandémie elle nous touche lourdement, et en fait on est un peu en train de chercher une solution magique. Et donc il y a plein de gens qui ont envie de croire que ces applications pourront nous libérer, et de dire bah voilà, effectivement le confinement c'est désagréable, ça limite fortement notre liberté d'aller et venir, notre droit à la santé, etc. Enfin, la maladie, elle limite, elle peut atteindre notre santé. Donc, on a envie de croire que ça peut marcher. Et donc, il y a plein de gens qui ont envie de ça. Et donc, bah, le gouvernement aussi, ça lui permet de donner un truc en disant, bah, regardez, on est en train de faire quelque chose. Pour une fois, on est en train de faire quelque chose de bien. On va mettre en place une application. Mais c'est vraiment de la poudre aux yeux. Et en fait, à la place de mettre des vrais moyens et de discuter des vraies solutions, donc les masques, les tests, du traçage des contacts faits par des humains, et un soutien à toutes les populations qui pourraient être exposées au virus, des messages de sensibilisation scientifique de qualité, où on évite de dire ah bah il faut pas mettre des masques parce qu'on sait pas les porter, etc. À la place d'avoir ces solutions humaines classiques qui fonctionnent bien, on fait de la poudre à papin technologique pour faire croire qu'on va pouvoir se sauver de cette maladie rapidement. Mmh. La Quadrature parle aussi souvent de l'effet cliquet,
que ce genre de mesure peut entraîner, c'est-à-dire donc que on puisse plus facilement imposer dans des temps de crise et d'urgence des mesures qui sont liberticides, etc. Et ce sont des mesures dont on sait que finalement, une fois qu'elles sont adoptées dans une situation un peu de choc général, elles restent finalement en place très longtemps, quoi. Effectivement, nous, c'est la raison sur laquelle on s'oppose, enfin, c'est un des motifs de s'opposer à toute logique de mettre en place une application parce que, bah, moi, j'ai vraiment commencé à travailler avec la Quadrature, en fait, fin 2014, on avait, une loi antiterroriste qui venait de passer suite notamment, bref, à l'affaire Mera et cetera. Enfin bref, il y avait une suite de logiques antiterroristes et surtout, bah, du coup, depuis début 2015, les attentats de Charlie Hebdo et fin 2015, les attentats, du Bataclan, qui ont en fait, fait une suite de lois extrêmement liberticides qui ont été prises dans des moments d'urgence et sur lesquelles en fait on n'est jamais revenu. On a la loi renseignement qui en fait a été vendue pour faire de l'antiterrorisme, mais qui en fait fait bien plus que de l'antiterrorisme et qui permet de donner des pouvoirs très très conséquents au gouvernement et aux services de renseignement pour surveiller toute la population pour plein de raisons extrêmement diverses. Et même chose, bah, les lois d'état d'urgence ont permis de contrôler les militants écologistes pendant la COP 21, de faire des perquisitions complètement abusives dans plein de motifs différents qui n'avaient rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Et en fait, effectivement, on se rend compte que ces mesures prises dans des situations d'urgence avec un fort choc psychologique, ben, elles sont jamais remises en cause. Donc si en fait on avait eu jusqu'ici un gouvernement qui bah voilà, bon bah voilà, là il y a les attentats du Bataclan, bah en fait on prend ces mesures pendant 3 mois pour voilà voir s'il y a d'autres cellules, d'autres choses, etc. Et puis on les utilise que pour ça et puis après on les abandonne définitivement et on remet un contre-pouvoir supplémentaire derrière. Bah, en fait on pourrait se dire oui en fait c'est ça qu'ils font en temps normal et du coup bah on peut, dans une situation d'urgence sanitaire, tester des choses. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, ces mesures, elles sont jamais abandonnées et elles perdurent. Et si, par exemple, on se décale de Stop Covid, mais on se rend compte que la police est en train d'utiliser fortement les drones pour faire du contrôle dans l'espace public. Alors, c'est pas nouveau, hein, ils avaient déjà commencé avant l'état d'urgence, ils avaient déjà commencé bah, pendant le contre-sommet du G7, ils avaient déjà commencé sur les zones de passage à Calais, donc dans des endroits qui sont peu regardés, un peu laissés de côté et sur lesquels la population se dit ah bah c'est quand même bien normal qu'on les utilise dans cette situation-là, dans certaines grosses manifs. Et là, la police, elle est en roue libre complète avec les drones, elle en met partout. Et ils sont en train d'apprendre à utiliser des drones dans l'espace public. Ils les utilisent pour hurler des personnes, pour envoyer des messages à des personnes, mais ils utilisent aussi pour faire de la vidéo-verbalisation. Et ça, on voit très bien comment, dans une situation d'urgence, on est en train de banaliser un outil de contrôle hyper intrusif et qui derrière en fait va rester. Et donc, effectivement, il y a un vrai risque que cette application de traçage, ben, après, on va dire, bah oui, on a pu le faire là, on a pu le faire pour faire des trucs sanitaires, alors pourquoi on l'utiliserait pas pour protéger les enfants des abus, etc., etc. Et donc, cette espèce de fuite en avant sécuritaire, malheureusement, ouais, on a cette espèce d'effet cliquet systématique qui est très dangereux et qui, du coup, justifie qu'on se dise, bah, en fait, il y a des risques réels à déployer ce type d'application. Alors, il y a d'autres problématiques de sécurité par rapport à ce type d'application, hein, clairement, mais l'effet cliquet, c'est vraiment une problématique réelle à ce niveau-là et une problématique politique qu'effectivement peu de personnes ont en tête quand ils envisagent ce débat. Est-ce que tu dirais que sous certaines conditions, enfin si un ensemble de garanties était réuni, il serait, enfin, bon, je ne veux pas dire pertinent, mais il serait possible d'utiliser cette application de façon à peu près safe, ou bien peu importe les garanties, il y a toujours un risque de, par exemple, que les données soient, je sais pas, siphonnées par je ne sais quelle entreprise. Est-ce qu'il y aura toujours un risque en fait? En utopie, tout va bien. Le problème, c'est qu'effectivement, on analyse la situation actuelle. Alors, bon, par exemple, dans les problématiques réelles par rapport au Bluetooth qui sont peu évoquées, alors il y a quand même le risque de traçage de l'INRIA, un papier un peu sérieux sur les modèles de menaces qui montrent bien ce qui en va. Mais par exemple, le Bluetooth, laisser activer son Bluetooth en permanence et qui discute en permanence, c'est pour beaucoup de téléphones qui sont pas à jour, etc., une faille de sécurité énorme dont pourraient profiter des individus mal intentionnés et avec des conséquences potentiellement assez sérieuses. Donc, encore une fois, limiterait les possibilités de des personnes qui se diront bah non, je vais pas utiliser l'application et à raison parce que les risques que ça aurait à l'échelle individuelle seraient forts. Les risques, donc là, l'État français semble parti sur la logique de l'INRIA, le protocole Robert, qui est en fait une logique centralisée. Bah oui, hein, effectivement, il y aurait une possibilité pour l'État en fait, de détourner la finalité de ce traitement pour en faire autre chose. Alors bien évidemment, ils vont pas dire qu'ils vont le faire et espérons même qu'ils le fassent jamais.
Et la CNIL, par exemple, leur dit ah bah quand même, il faudrait que ce soit vraiment très très bien sécurisé et que ce soit pas du tout détourné et supprimé, etc. Donc en fait, il y a un certain nombre de garanties qui peuvent limiter le fait que ce soit n'importe quoi, et on peut aller vers ce sens-là. La réalité, c'est que bon, à l'heure actuelle, l'utilité de l'application, il est plus que dubitatif, et les risques, nous, pour les libertés, ils nous semblent réels. Donc bon, peut-être que dans un monde idéal où la démocratie fonctionnerait bien, où les contre-pouvoirs fonctionneraient bien, où une fois les situations de crise, on reviendrait sur les dispositifs, etc., etc. Bref, avec un grand nombre de conditions, ça pourrait être une solution qui pourrait être pertinente à l'heure actuelle dans l'état, enfin voilà, dans l'état de la société, dans l'état des rapports de pouvoir, dans l'état des risques de sécurité qui vont avec cette application, dans l'état de contrôle de population, hein, comme j'ai pu l'évoquer, les risques qu'un patron force l'application, etc. Nous, on voit pas comment cette application, elle peut être déployée sans remettre en cause un certain nombre de libertés pour un effet sanitaire qui est quasi inutile. Non, c'est très clair. Il y a aussi un autre, aspect de cette question, c'est que, on voit aussi qu'il y a des grands intérêts, économiques sur ce sujet, des intérêts d'acteurs privés et puis des GAFA. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Et puis, enfin, par exemple, on a déjà vu là qu'au au début de la crise et du confinement, Orange, a l'air d'avoir, pas mal commercialisé les données de géolocalisation des citoyens. Quels sont les enjeux économiques derrière ce sujet de la surveillance? Alors ça, c'est aussi un point important pour nous dans ce débat, c'est qu'effectivement, il y a énormément de sociétés qui vendent des solutions sécuritaires, qui se réveillent à chaque fois pendant les crises, et dans celle-ci en particulier, et qui sont en train de toutes essayer de vendre leurs solutions sécuritaires, alors liées à la crise du coronavirus, ou même en général les solutions sécuritaires. On a une société par exemple qui s'appelle Touaille, société française, qui est en train de vendre des solutions sécuritaires pour les villes, pour mettre des caméras thermiques partout, pour mettre de la détection de comportement, pour la détection d'attroupement, et qui vend ça avec la plus grande décontraction. Effectivement, Orange, alors qui est pas à la base une boîte qui est censée vendre du sécuritaire, elle avait une solution qui était, elle, qui est illégale, elle, par rapport au droit européen, mais qui avait été mis en place il y a très longtemps, et puis en fait très peu mis en valeur, qui s'appelle Fluvision, qui permet en fait vu que Orange détient les antennes de téléphonie, en fait, il y a les téléphones vont pinguer, vont discuter avec l'antenne pour pouvoir avoir accès au réseau, et donc ça permet à Orange en fait de suivre les téléphones dans l'espace public, et donc elle vendait ça avant aux stations de ski en disant bah, d'où viennent les personnes qui viennent à votre station et où elles vont après, pendant combien de temps elles restent. Bon, ça c'est illégal au titre de la directive e-privacy mise avec le règlement général de la protection des données. Mais en fait, elle l'avait un peu laissé de côté. Effectivement, dès les premiers jours de la pandémie, Orange, le Stéphane Richard, a été sur tous les plateaux de télé dire à quel point il serait très 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 content de vendre de mettre sa solution à disposition de l'État pour le légitimer. Et donc effectivement, et donc en France, là dans le projet de développement de l'application, alors c'est surréaliste la liste des industriels qui sont mis dans la boucle. Il y a du Gemalto, enfin bref, plein de boîtes de sécurité. C'est très étonnant. On a vraiment pour une application, on a vraiment toute l'industriel du sécuritaire et Ouais, du tout le monde technologique veut français. avoir sa part du gâteau, quoi. Clairement, donc là, il y a des enjeux, et nous, on a une campagne avec la Quadrature et d'autres organisations qui s'appelle Technopolis, où en fait, on constate effectivement cette volonté des entreprises de sécurité de faire vendre leurs dispositifs leurs dispositifs de contrôle à l'échelle des villes, alors que ce soit sur des questions de reconnaissance faciale, de vidéosurveillance automatisée en général, de drones, etc. Donc des solutions de surveillance, de contrôle dans les villes. Alors il y a eu depuis des années le développement de la vidéosurveillance, hein, pareil, on parlait d'effet cliquet, on aurait pu parler de Vigipirate qui a toujours pas été remis en cause, ou des questions de vidéosurveillance où on remet jamais en cause, une fois qu'une caméra de vidéosurveillance est mise, elle n'est jamais remise en cause dans l'immense majorité des cas, et elle continue. Et ben en fait, on continue de mettre de la vidéosurveillance, on continue de mettre des outils de contrôle, et on les re-questionne jamais. Et donc effectivement, ces boîtes, elles comprennent bien que ces enjeux, pendant les moments de crise, elles comprennent bien que dans les moments de choc, on peut imposer beaucoup de choses, et donc elles essayent de faire leur communication en permanence et de se mettre dans tous les mauvais coups. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi avec ce débat sur l'application, c'est que finalement, ça rend très concret des problématiques qui pouvaient apparaître assez lointaines aux citoyens lambda, je veux dire en France, parce que voilà, on n'est pas forcément confronté au quotidien à ces débats sur la surveillance, sur la reconnaissance faciale, etc. Mais là, on voit bien qu'il y a une continuité
entre la réflexion sur cet outil de tracking dans une situation de crise sanitaire et plus largement voilà, le Technopolis, comme tu disais. Et j'espère que à cette occasion, ça permettra à beaucoup de se rendre compte que voilà, ce sont bien des sujets qui nous concernent toutes et tous, quoi. La connaissance, enfin le niveau de connaissance sur les questions de surveillance, il est réel. Le problème, c'est le manque de volonté politique gouvernementale. Si déjà on respectait le RGPD, si la CNIL faisait respecter ce que je disais sur les cookies publicitaires, si déjà elle faisait respecter ça, ça voudrait dire quand même que le modèle d'affaires de Google et de Facebook, mais aussi un peu des autres géants du numérique, sur le public européen, le modèle de la publicité ciblée, hein, il s'effondrerait parce que en fait, il est majoritairement illégal au regard du RGPD. Et donc, il y a un vrai manque de volonté politique. Les personnes, en fait, elles ont conscience de ça. C'est juste, malheureusement, c'est pas évident pour elles de sortir de ce système qui est très intégratif, hein, voilà. Donc, les personnes, en fait, aimeraient qu'on respecte leur vie privée. C'est juste que c'est pas si simple que ça. Mais oui, alors après, dans les moments de crise sanitaire, effectivement, on a beaucoup de personnes qui quand même ont envie de croire que la solution technique pourra nous sauver. Et ça, c'est aussi pas une idée qui est facile à défaire, hein. Ça demande du temps à comprendre pourquoi en fait les solutions techniques, elles sont pas que des bénéfices et qu'elles ont des coûts derrière et que ces coûts ils sont pas évidents à mettre en valeur. Donc je sais pas si malheureusement la crise sanitaire révélera ça ou au contraire nous enfermera toujours plus dans ces logiques de solutionnisme technologique. Si le projet est validé et qu'il s'applique, concrètement, les citoyens auraient quels moyens à part de ne pas utiliser l'application, puisqu'on ne peut pas manifester, puisqu'on est séparés les uns des autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est une question difficile. Alors juste, sur le débat demain, le gouvernement a au final, sorti le débat de que Stop Covid et il va faire un débat sur tout le plan de déconfinement. Donc le débat de demain, il est plus sur l'application, ça va être une toute petite brique et donc on va faire voter les députés sur tout le plan de déconfinement du gouvernement. Donc on va déjà s'éloigner fortement du débat que sur ça, parce que, le gouvernement d'abord avait proposé un débat sans vote, parce qu'il sentait bien il aurait pas forcément la majorité sur ce vote. Puis après, ils ont quand même ajouté un vote, peut-être en se rendant compte que ça allait passer de justesse. Puis finalement, ils reviennent en non, on va pas débattre juste de ça et on va faire un débat général sur le plan de déconfinement. Donc, il y aura pas de vote spécifique sur Stop Covid. Donc déjà, là, on voit bien la vraie faille démocratique qui est vraiment le gouvernement, il contrôle l'agenda de comment on vote quoi pour que ça aille dans son sens. Donc ça, c'est une réalité. Et effectivement, pour l'instant, la situation, elle est pas évidente d'un point de vue démocratique. Ça veut dire qu'il y a une nécessité réelle de rester confiné, de respecter les gestes barrières, etc. Et effectivement, un état de sidération dans lequel on est beaucoup pour que la population continue de faire un bon contre-pouvoir. C'est pas une solution facile. Alors, il y a des pays qui ont commencé à faire des manifestations en respectant les gestes barrières, donc en étant très séparés les uns des autres. Mais oui, effectivement, demander des comptes, etc., c'est difficile dans cette situation. Donc, il faut, je dirais, garder un peu cette rage revendicative et la conserver pour le moment où médicalement les choses seront saines, essayer de l'exprimer, essayer d'en parler avec les personnes dont on appelle des dérives de ce gouvernement, des manques de ce gouvernement, du retard des mesures de confinement dont on n'a pas le droit de parler, de ce type de choses. Donc oui, il y a besoin en tout cas de se rappeler, de pas oublier, hein, on oublie vite dans ces moments, par exemple, un exemple qui est frappant pour nous, c'est que le moment où la Chine était lourdement touchée par la crise du coronavirus, on avait ces drones qui étaient en train d'hurler sur les personnes dans la rue, rentrez chez vous, etc. Ça faisait des images du zapping, de la télé, où tout le monde rigolait en mode, ça pourrait pas être le cas en France, voilà. Et 3 semaines après, c'était exactement la même chose en France, sans qu'on se rappelle que 3 semaines avant, on en riait et on trouvait que c'était vraiment un truc totalitaire. Euh, il y a besoin de garder cette rage, d'essayer d'exprimer, de sensibiliser pour l'instant, et puis effectivement, d'en demander beaucoup plus dès que ce sera facile d'en demander beaucoup plus. Alors on peut déjà en demander, on peut s'exprimer avec les gens qu'on croise même de loin, on peut s'exprimer sur les réseaux, sur Internet, informer les personnes. Nous, au niveau de la Quadrature, faut pas hésiter pour les questions de surveillance et de contrôle dans les villes à rejoindre le forum sur Technopolis, forum.technopolis.fr. Voilà, il y a des façons de se battre, mais bon, effectivement, la situation, elle est délicate. Encore une fois, on a une preuve que les contre-pouvoirs démocratiques marchent très très peu en ce moment et en général. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion que de dire qu'il faut effectivement cultiver sa rage et la garder bien au chaud pour le moment où elle pourra s'exprimer, quoi.
Merci beaucoup Sylvain pour toutes ces explications, c'était vraiment très, très intéressant. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager les épisodes et à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. À très vite.